goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et avec aujourd'hui Sébastien Lepape, fondateur d'Urbactis, entreprise de développement urbain et de développement durable, il faut le dire, installée à Montauban depuis 5 ans. Monsieur Lepape, pour cette deuxième partie, on va poser toujours une question peut-être un peu étrange. Quel est le sens de l'éthique et des valeurs quand on est expert géomètre ou quand on travaille dans le développement urbain ? Bon, on ne demande pas vraiment précisément, on va en débattre maintenant avec notamment Michel Dagras qui est avec nous dans le studio. Michel, bonjour. Et bienvenue à nouveau pour cette année dans le goût d'entreprendre. Pour rappeler aux auditeurs qui vous êtes théologien et vous conseillez les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de la région. Et à savoir que notre invité l'a cité un petit peu plus tôt dans l'émission, il est membre des EDC. Oui, peut-être faut-il préciser, conseiller, on a l'impression que je serai en position de coaching là, par rapport au... Ah non, sinon j'aurais dit coach. D'accord, donc, c'est conseiller spirituel. C'est une manière de... Vous avez bien raison de le préciser. Un peu plus moderne de dire aumônier, autrefois, voilà. Et je suis heureux de rencontrer un membre des EDC ici, mais justement, comme ce terme, ces 3 lettres ont été prononcées au début, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose à ce propos ? Et surtout, pourquoi vous êtes dans ce mouvement ? Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller et dans quel but ? Alors les EDC, comme les initiales l'indiquent, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, voilà ce que ça signifie. Comment je suis arrivé aux EDC ? Par tout simplement une invitation. Un ami que je connaissais, chrétien également, pas de la même paroisse, mais quasiment, savait l'activité professionnelle que j'avais. Et par conséquent, il m'a dit, écoute, à Montauban, on veut créer une équipe, est-ce que tu veux en faire partie ? Voilà, j'étais parmi les 5 ou 6 ou 10 chefs d'entreprise qui se sont réunis à Montauban au tout départ, il y a 3 ou 4 ans maintenant, pour créer l'équipe des EDC Montauban. C'est comme ça qu'on s'appelle. Alors maintenant, on s'appelle l'équipe d'EDC de Saint-Théodard, puisque Saint-Théodard est un patron de Montauban, et donc on a pris son nom. Ce qu'on peut dire des EDC, c'est qu'on s'y retrouve pour avoir un temps de partage sur nos responsabilités, éclairé par la prière et l'évangile, parce qu'on a le souci, dans notre activité professionnelle, de vivre l'évangile au quotidien d'une certaine manière, de ne pas vivre de manière dichotomique, si on peut dire, ou diviser le boulot d'un côté et la messe le dimanche. Je caricature un peu, mais l'idée c'est de voir comment on peut unifier l'ensemble de notre vie pour que, à l'intérieur de notre entreprise ou de notre administration aussi, ou quelles que soient nos fonctions de responsable, on puisse vivre notre foi au quotidien, être capable de se remettre en question et parfois de changer d'avis. En quelle année vous avez rejoint ce groupe des EDC ? C'était il y a longtemps ? 3 ou 4 ans, je ne suis pas très bon dans la mémoire des dates, mais on va dire peut-être septembre 2009, ça a dû démarrer, quelque chose et comme ça. Et qu'est-ce que, en 3-4 ans d'ancienneté dans les EDC, qu'est-ce que ça vous a apporté comme comme patron d'entreprise ? Est-ce que ça a changé des choses chez vous dans votre façon de diriger votre équipe ? Alors on peut dire que ça a changé des choses, pour moi à titre personnel. Et donc forcément, du moins je l'espère, mais peut-être que ceux qui m'écoutent et qui font partie de mon entreprise, ils pourront me le témoigner, du coup dans ma manière de les diriger ou de les manager. À titre personnel, il faut savoir que dans les EDC, on a un parcours où on se voit une dizaine de fois par an, quasiment tous les mois. Et c'est une fois par mois à peu près, c'est ça. Oui. Et pendant cette rencontre, on a le travail d'un thème qui dure 1 année à peu près. On a travaillé plusieurs thèmes. On a travaillé un livre. Le premier, c'était un livre d'Ansel Groom qui s'appelait « Diriger les hommes, les éveiller à la vie ». Ansel Groom, c'est un moine bénédictin qui était économe, qui est peut-être encore cellarier, puisque c'est comme ça qu'on dit dans la règle de son abbaye. Et il explique comment, dans la règle de Saint-Benoît, l'économat, la direction, elle est orientée. Voilà. Et donc, tout son livre, c'est de nous permettre de rentrer dans la règle de Saint-Benoît pour faire notre management, d'où le nom du titre, diriger les hommes, les éveiller à la vie. Alors on peut, à partir de ça, imaginer ce que ça a dû nous enseigner, nous, à titre personnel, de remettre la personne au milieu finalement de la responsabilité et donc des choix que nous devons prendre au quotidien. Alors justement, là, vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur la composante technique de votre travail. Après tout, technicien, qu'on ait la foi chrétienne ou pas, il y a des mesures à prendre, des calculs à faire, et puis voilà, les règles mathématiques, physiques et compagnie, le métier se suffit à lui-même. Et de l'autre côté, vous parliez des politiques qui avaient, eux, les idées, et votre problème, vous, c'était de mettre ça en équation, en quelque sorte, de le rendre réalisable. Bon, là, il y a une jonction qui mériterait d'être un peu précisée,
parce que j'imagine que le travail, surtout avec des hommes, les 25 beaux hommes avec qui vous êtes, et puis les contacts avec les politiques ou les clients, ça doit aussi véhiculer des problématiques éthiques. Hein. Et puis, pour aller jusqu'au bout, je me demande si parfois, surtout sur ce terrain de la mesure de propriété ou autre, il n'y a pas parfois des conflits d'intérêts, de zones plus ou moins habitables. Quand vous parlez des 34 communes, là, tout ça, il doit y avoir... Enfin, c'est comme ça, une imagination que j'ai peut-être. Il faudrait donc préciser si c'est vrai ou faux, si c'est un délire personnel ou s'il y a un fondement, ou bien. Et puis alors après, comment le technicien et le chrétien que vous êtes se comportent là-dedans. À mon avis, vous n'êtes pas encore fou, Michel. Ça va. Ah, c'est gentil, ça me réconforte. Alors ça dépend. La question, elle est multiple et les réponses sont multiples. Ça dépend le métier. C'est vrai. Prenons l'exemple du métier de géomètre, un des métiers qu'on a dans la société, qui est le mien. Quand on intervient pour définir les limites de propriété, on a coutume de dire que dans un bornage, il y a 50% de psychologie et 50% de technique. Voilà. On peut faire de la définition de limite sans sortir la règle. Parce que d'abord, il faut écouter les gens, et puis d'abord, il faut essayer de trouver entre eux le bon équilibre. Être juge de paix, c'est comme ça qu'on nous appelait à un moment donné. Le géomètre, c'était le juge de paix. Et parfois, quand on est nommé, parce que ça nous arrive encore régulièrement, par le tribunal dans le cadre d'expertise judiciaire, c'est comme ça que ça s'appelle, pour être là au service de la résolution du conflit, eh bien, et là, il faut... Oui, ça dépasse la technique. Ça dépasse la technique. La technique, elle dit une chose, mais après, il y a le bon sens qui en dit une autre. Et là, c'est vrai qu'il y a un rôle, probablement, d'artisan de paix, on peut dire ça comme ça, dans le conflit, où on doit avoir à cœur d'essayer de trouver une solution qui apaise. Voilà. Juste, mais qui apaise. Et en tenant le cap, malgré d'éventuels dessous de table ou des choses comme ça. Oh, ça alors, je m'en souviens une fois, je me suis fait interroger par un organisme français qui travaillait sur la corruption. Et on m'avait posé la question, tiens, dans votre métier de géomètre, vous voyez plein de choses en matière d'immobilier, de construction. Est-ce que la corruption, c'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté au quotidien ? Et je n'ai pas pu donner d'exemple où on a été confronté, nous, notre entreprise, à la corruption. Où on nous a dit, tiens, il faudrait que tu trouves ça comme solution, et voilà comment on va t'aider pour que ça fonctionne. En tout cas, on ne nous a jamais proposé ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on ne nous l'a jamais proposé. Donc du coup, on n'a pas eu à se poser la question de savoir comment faire. Évidemment, on avait déjà la réponse, quand bien même on nous l'aurait posée. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question sur l'indispensable probité que doit avoir le géomètre. Et c'est pour cette raison que la Constitution ordinale, quand on prête serment devant le commissaire au gouvernement, on prête serment d'agir dans parfaite probité. Voilà. Et honnêteté. D'où l'importance pour nous de tenir à cette indépendance pour que quand on arrive sur un projet, on n'est pas au service de la personne à gauche ou de la personne à droite, on est au service, entre guillemets, de la vérité, de la limite, si j'ose dire. Alors, la frontière, j'y reviens, la frontière entre la technique et les idées, en quelque sorte. Les idées du côté du politique, et puis après la technique du côté géomètre. C'est une frontière certainement poreuse. Ça communique là-dedans. Il doit y avoir de la vie qui vient de vous. Parfois, on est force de proposition, bien sûr. Ça arrive. Alors là, dans notre société, c'est pas les géomètres qui sont force de proposition pour l'aménagement du territoire. Ce sont les urbanistes qui travaillent à l'intérieur de la structure, qui, eux, sont force de proposition dans le cadre de leurs expériences multiples, dans le cadre de leur formation, parce que en travaillant pour un territoire qui est situé à 200 km, on peut avoir une bonne idée pour un territoire pour lequel on travaille aujourd'hui qui est situé à côté de chez nous. Du coup, vous pouvez en proposer en fait des projets, vu que vous avez des urbanistes dans Urbactis. Ah bien, on participe à la construction du programme politique en étant force de proposition. Mais la plupart du temps, les élus avec lesquels on travaille, ils savent ce qu'ils veulent et ils sont capables de nous le dire. Et nous, on est au service de la réalisation de leurs projets. C'est important de prendre aussi du recul et de ne pas être à la place de ceux qui doivent prendre la décision. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu un projet confié par des élus mais qui était irréalisable pour quelle que soit la raison, hein. Et si oui, comment vous avez fait pour les convaincre que le projet n'était pas réalisable ? Quand il y a un peu de la confrontation comme ça avec des collectivités ou des clients, comment ça marche ? Il faut savoir que pour qu'un projet soit faisable, donc réalisable, il faut qu'il réunisse 3 conditions. Des conditions qui sont juridiques, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de le faire, des conditions qui sont techniques, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas, et des conditions économiques, est-ce qu'on a les moyens de le réaliser. Et parfois, on se rend compte que quand on réunit ces 3 conditions,
quand bien même au départ on avait dit tiens il faudrait faire ce pont-là, techniquement on peut faire, juridiquement on peut faire, mais économiquement on ne sait pas faire. Donc le bon compromis, il résulte forcément sur ces 3 éléments. Voilà. Et donc c'est la composante de ces 3 éléments qui commande d'une certaine manière la réalisation ou pas du projet ou sa réorientation. Et ça, je dirais, c'est un aller-retour systématique à partir de ces 3 composantes. Voilà. Michel, la qualité du travail, je pense au pont, pour que le troisième volet économique permette de faire le chantier, ça risque pas parfois d'être construit de façon insuffisamment, avec une qualité insuffisante. Je connais des exemples, pas ici, pas dans l'Hexagone. En France, actuellement, il y a des contraintes techniques pour la réalisation des ouvrages, quels qu'ils soient, un immeuble ou un ouvrage de structure, un ouvrage d'art, comme on appelle, qui fait que c'est plus possible. Il y a des bureaux de contrôle, il y a des organismes qui contrôlent ce que conçoivent le maître d'œuvre. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas de risque à ce niveau. Oui, on ne risque pas de vous demander de construire en zone inondable, par exemple. Non, maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment plus possible en France, à cause des nouvelles règles. Je ne voudrais pas que la question soit indiscrète. Parlez-nous d'une situation où pour vous ça a été difficile, où vous avez eu votre travail s'est heurté à des difficultés d'ordre peut-être éthique ou que sais-je. Peut-être il n'y en a pas, et ça baigne dans l'huile et vous n'avez jamais eu de problème de ce genre et on n'a plus qu'à souhaiter que ça continue. Dire que ça baigne dans l'huile, ça dépend des jours. Des jours c'est plus simple et des jours c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, une situation comme ça, qui me viendrait à l'esprit, conflictuelle, avec un client où ça semblait un peu inextricable, j'ai pas d'exemple. Ce qu'on est sûr, c'est que sur la durée d'un projet, où parfois ça prend 2 ou 3 ans, il y a des hauts et des bas. Il y a, dans le relationnel comme dans la compréhension technique. D'accord. Mais tout le travail, c'est justement de s'inscrire dans le temps pour qu'in fine, on puisse quand même réaliser quelque chose. Donc, comme ça, je n'ai pas d'exemple flagrant. Et par rapport à ces 25 personnes qui travaillent avec vous, là, le projet, c'est quoi? De continuer dans le statu quo ou c'est difficile d'être en statu quo dans une entreprise. Bien sûr. Nous, notre travail, c'est de vendre du temps. Ça, c'est difficile. On ne vend pas un produit qui est fait, on vend une étude qui est à faire. Donc, on vend du temps qu'il va falloir passer pour le client. Et aujourd'hui, on est toujours obligé d'être en mouvement. Par exemple, je donne un exemple tout simple. On vient d'acquérir un nouvel appareil qui s'appelle un scanner 3D qui permet de faire ce qu'on appelle de la numérisation en 3D direct de l'ensemble du territoire sur lequel on traverse. Un bâtiment, une cour, une place publique. Cette nouvelle technologie, ça fait à peu près 6, 7, 8 ou 10 ans qu'elle est sur les rails et 2-3 ans qu'elle est très au point. Eh bien, on a été obligé d'y passer puisque quelque part, technologiquement, on est obligé toujours d'être au top pour pouvoir répondre aux besoins. Besoin de vous adapter en fait pour répondre aux clients, mais puis après pour affronter aussi la concurrence. Et puis parce que ça génère de nouvelles manières de travailler, ça génère de nouveaux besoins. Et si on n'est pas toujours dans les premiers sièges de la locomotive, eh bien on finit par avoir le wagon qui se détache. Bien la preuve que même si l'urbanisme paraît figé, c'est toujours en constante évolution. Merci à vous, Sébastien Lepape, d'être venu nous raconter votre goût d'entreprendre. Ça doit être gratifiant quand même de se dire je travaille pour la qualité de la vie. Faire que des gens soient dans des sites humanisés et qui permettent de vivre tout simplement en relation avec les autres et en continuant de se développer. Et de ce point de vue, votre travail est quand même humanisant, c'est quand même sympathique. Hein. C'est peu connu. Ouais. C'est peu connu, mais ça mérite de l'être. Merci. Et nous en restons là pour le mot de la fin. Et donc, si les auditeurs, vous êtes intéressés, vous avez des questions à notre invité, vous pouvez envoyer votre question par email à l'adresse suivante, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.